Bienvenue à toutes et à tous sur Apivisio Psychonutrition. Comment l'alimentation peut-elle influencer ma santé mentale? Visioconférence organisée avec le soutien de la MMJ, la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, qui protège et accompagne les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Chaque jour, elle se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents. Bonjour à vous, Claire Duvillier. Bonjour. Vous êtes naturopathe et aujourd'hui, à l'honneur, la psychonutrition, les bons gestes à avoir. On va en parler pendant 1 heure sur Apivisio. Belle visioconférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors bonjour, bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce sujet vraiment intéressant sur ce cycle de webinaire effectivement consacré à la santé mentale, vaste sujet. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler du lien qui peut exister entre notre assiette, ce que nous mangeons, la façon dont nous mangeons et notre équilibre émotionnel d'une manière générale. C'est pas forcément un lien qu'on a tendance à faire spontanément. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner des éclairages, excusez-moi, sur les liens qui peuvent exister entre ces deux sujets. Alors, donc moi je suis naturopathe et réflexologue, j'exerce effectivement dans les Hauts-de-France. Je suis également formatrice et journaliste en santé naturelle. Alors, le programme du jour un peu plus précisément, il va s'organiser en 2 temps principaux. Dans une première partie, je vais vraiment essayer de vous donner les grandes lignes du fonctionnement de quoi dépend finalement notre santé mentale, de quelle façon sont influencées nos émotions, notre humeur, etc. Et tout ceci est en lien avec ce que l'on appelle les neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Donc on verra de quoi il s'agit. On en sélectionnera quelques-uns, les principaux qui sont vraiment en lien avec notre humeur et notre équilibre émotionnel. Et puis bien sûr, on verra de quelle façon, au niveau des conseils nutritionnels, il pourrait y avoir bien sûr d'autres conseils pour soutenir la bonne synthèse des neurotransmetteurs, cette chimie émotionnelle quelque part. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur des choses très simples, relativement simples et accessibles, en tout cas des bons gestes. C'est vraiment l'objet de ce cycle de webinaire pour que vous ayez des conseils très pratiques à appliquer dans votre vie si le sujet vous parle, si vous vous sentez concerné par voilà, plus ou moins une forme de déséquilibre au niveau de votre humeur et de vos émotions. Le second temps, comme il a été bien mis en valeur en introduction, c'est le grand sujet des intestins, qu'on appelle le deuxième cerveau. Donc l'idée là, c'est de vous donner quelques informations parce que ça fait partie des sujets qui sont les plus étudiés aujourd'hui. Le microbiote, on découvre à peine tous les liens qu'il peut y avoir entre le microbiote et notre santé d'une manière générale, dont notre humeur et notre équilibre émotionnel. Donc on verra un petit peu quels sont ces liens, et puis effectivement, dans un deuxième temps également, des conseils pour avoir un intestin en bonne santé, et donc forcément améliorer ainsi notre humeur. Voilà donc pour le programme. Alors, première partie aujourd'hui donc consacrée à ce qu'on appelle les neurotransmetteurs et cette chimie des émotions. Alors on est bien d'accord que notre équilibre émotionnel ne se résume pas à de la chimie, mais c'est tout de même une partie qui va être importante à avoir à l'esprit, puisque c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut d'une certaine façon et dans une certaine mesure avoir une influence, et notamment via l'alimentation, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Alors, rapidement, parce que l'idée n'est pas de faire un cours de physiologie trop rébarbatif, mes neurotransmetteurs, peut-être que vous connaissez le terme, mais de quoi il s'agit exactement? Alors, des neurotransmetteurs, il y en a énormément. On va évidemment pas tous les détailler. Il y en a plus d'une centaine et probablement aussi certains qu'on n'a pas encore forcément identifiés. En tout cas, il faut retenir qu'un neurotransmetteur, c'est vraiment un petit messager, tout petit mais très efficace, un messager, donc c'est une substance chimique endogène, comme c'est écrit ici, ça veut dire que c'est notre organisme qui est responsable de sa fabrication, de sa synthèse,
qui sont présents donc à de très faibles concentrations, en très petite quantité, mais qui ont une fonction extrêmement importante, puisque ce sont finalement les petits postiers, les petits facteurs qui apportent des messages entre les neurones. Donc autant vous dire que c'est un balai incessant et extrêmement complexe. Et donc, ils apportent un certain nombre d'informations. Et donc, il y a un certain nombre également de neurotransmetteurs qui vont vraiment avoir une action directe sur ce qu'on pourrait appeler notre tempérament, notre façon de réagir. On a évidemment tous des caractères différents. Encore une fois, tout ne s'explique pas de façon chimique, mais il y a vraiment un lien entre la façon dont on va se comporter, la façon dont on va ressentir les choses, la façon dont on va vivre une journée, par exemple, en termes de motivation, d'entrain, en termes de bonne humeur, d'émotivité, etc. etc. Et tout ça est en lien avec cet équilibre et ce balai des neurotransmetteurs. Alors, comme tout dans l'organisme, hein, c'est une chimie qui est très subtile et complexe. Et bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui peuvent influencer la bonne fabrication de ces neurotransmetteurs. Parce que c'est comme tout, hein, l'organisme est à la fois une immense usine de fabrication, également une grande usine de fabrication des déchets, hein, c'est vraiment, et de traitement des déchets. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait finalement résumer le fonctionnement de l'organisme. Et donc, la chimie des neurotransmetteurs est elle aussi soumise à certains facteurs qui peuvent potentiellement perturber, pas forcément empêcher de façon entière, mais en tout cas perturber et faire que finalement cette danse se fasse un petit peu moins bien et de façon moins fluide. Alors, je ne vais pas tout détailler, hein, c'est juste pour vous donner quelques idées, puisque la liste n'est pas exhaustive. Donc évidemment, tout ce qui va être pollution, les perturbations environnementales, tout ce qui vient finalement effectivement polluer notre organisme peut potentiellement entraver les rouages de cette chimie. Inflammation chronique, alors ça touche, c'est un grand terme, mais c'est une problématique principale de santé aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les problématiques de santé majeures aujourd'hui sont en lien avec ce phénomène d'inflammation. On appelle ça aussi l'inflammation de bas grade ou l'inflammation de bas bruit. Et ça peut toucher, on parle aussi aujourd'hui, alors tout ça c'est des notions plutôt nouvelles, hein, on parle aussi aujourd'hui de neuroinflammation, donc vraiment les pathologies notamment neurodégénératives, etc. Même les pathologies comme la dépression, etc. On sait qu'il y a vraiment un paramètre important d'inflammation. Et ce terrain inflammatoire, vraiment, c'est quelque chose de silencieux. On n'est pas sur un phénomène inflammatoire aigu. C'est un phénomène qui va entraver effectivement la bonne synthèse des neurotransmetteurs. Alors, des carences macronutritionnelles et micronutritionnelles, c'est là pour le coup le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire que comme toute maison qui doit être construite et qui doit être régulièrement entretenue, on a besoin de briques de fabrication, on a besoin de matériaux, etc. Et ça, c'est ce qu'on va trouver dans l'alimentation. Donc pourquoi on mange? Entre autres, on mange pour ça, pour avoir toutes ces petites briques dont on a besoin, pour pouvoir fabriquer constamment, évidemment, des neurotransmetteurs. Ça a une vie, on le fabrique, il a une certaine durée de vie, et après il meurt. Donc il y a vraiment une fabrication constante. Donc, si on n'a pas les bonnes briques, macronutritionnelles et macronutriments, c'est par exemple les acides aminés qui composent les protéines. C'est vraiment les gros nutriments. Et puis après, la micronutrition, les carences micronutritionnelles, c'est plutôt tout ce qui va toucher aux vitamines et aux minéraux, par exemple, ou aux antioxydants, toutes ces des petits éléments qui sont absolument indispensables pour le fonctionnement global de l'organisme et donc également pour la synthèse des neurotransmetteurs. L'âge, bien évidemment, alors malheureusement, ça fait partie du fonctionnement normal de l'organisme. Plus on avance en âge, plus on va avoir un certain vieillissement cellulaire qui se met en place, qui va être plus ou moins accéléré par certains processus, on va dire. L'hygiène de vie, bien sûr, va être par exemple un grand paramètre en lien avec le vieillissement cellulaire. Donc en tout cas, il faut savoir qu'effectivement, plus on avance en âge, plus cette chimie, plus cet influx nerveux, cette communication entre les neurones va avoir tendance à se faire un petit peu moins bien, à se ralentir. D'où l'importance d'avoir des gestes de prévention, surtout, notamment via l'alimentation, pour essayer de limiter cet impact, notamment au niveau du fonctionnement du système nerveux.
Et puis bien sûr, certaines maladies que j'ai évoquées, la maladie d'Alzheimer par exemple, touchent bien évidemment, ou la maladie de Parkinson, ce sont des maladies neurologiques qui vont directement affecter certains neurotransmetteurs. Alors, juste pour information, parce que on va pas rentrer plus dans le détail que ça, dans les neurotransmetteurs, sachez juste que on a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs excitateurs, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer et améliorer la communication entre les neurones et donc augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux. C'est le cas de ce que je vous ai mis là et qu'on va voir un peu plus en détail, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. L'adrénaline, on le sait, c'est une des hormones du stress, donc c'est vraiment pour nous mettre en action, donc ça paraît logique qu'on soit plus dans la notion d'excitation du système nerveux. Et puis à l'inverse, c'est vraiment toujours une balance entre différentes familles de neurotransmetteurs. On a aussi ce qu'on appelle les neurotransmetteurs inhibiteurs qui vont, eux, à l'inverse, baisser la propagation de l'influx nerveux et finalement apporter un certain frein, un certain ralentissement à l'organisme. C'est le cas de la sérotonine et du GABA qu'on développera aussi, qui en toute logique, bien sûr, sont sécrétés plutôt dans une deuxième partie de la journée, puisque arrive à partir de la fin de journée la phase de préparation au sommeil. Donc c'est tout à fait logique. Alors, je vous ai proposé ici un tableau récapitulatif et surtout synthétique, qui n'est pas exhaustif, puisque je l'ai dit, des neurotransmetteurs, il y en a plus d'une centaine. Mais pour vous donner un petit peu quelques notions sur les neurotransmetteurs qui vont avoir un lien avec notre santé mentale. Il y en a qu'on détaillera plus ou moins. Alors, la dopamine. La dopamine, on la met en premier, pourquoi? Parce que c'est celle qu'on va synthétiser en début de journée, qui est, alors je vous ai mis toujours un petit mémo pour vous donner un peu une idée de sa fonction. La dopamine, c'est vraiment le starter. C'est ce qui nous met en route le matin. Donc c'est ce qui va vous donner l'impression d'avoir envie de vous lever le matin, l'envie de faire des projets, de vous sentir créatif, etc. L'esprit d'entreprendre des choses. Bien sûr que la dopamine, au même titre que la sérotonine, c'est vraiment les deux grands neurotransmetteurs de la bonne humeur. Donc c'est vraiment l'idée de, quand j'ai une dopamine qui est bien fabriquée, bien synthétisée, je me lève le matin, même si on a tous nos problématiques à affronter selon les journées, mais globalement, on a en tout cas envie d'y aller et on se sent en ressource pour affronter la journée. Quand la dopamine est basse, alors là, c'est vraiment l'image que j'ai toujours, c'est Gaston Lagaffe qui traîne les pieds comme ça, avec un air un peu accablé. C'est vraiment, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de rien, je me sens pas motivée, etc. Une énergie relativement basse. Bien sûr, du coup, ça peut amener des symptômes dépressifs, puisque c'est en lien avec l'humeur. Difficulté, vraiment, on n'arrive pas à prendre décision parce qu'on se sent vraiment mou, sans énergie, sans entrain, etc. J'en parlais tout à l'heure, au niveau des maladies, la maladie de Parkinson est une maladie donc neurologique qui va toucher la synthèse de la dopamine. Alors ensuite, on a l'acétylcholine. Alors l'acétylcholine, là, on est vraiment sur le neurotransmetteur qui va jouer sur la performance cérébrale. Donc c'est vraiment le neurotransmetteur qui nous permet d'être capable d'apprendre des choses. Donc pour des étudiants, pour des personnes qui vont reprendre des formations, etc., c'est vraiment un neurotransmetteur qui va être très important. Dopamine pour être motivé à y aller et l'acétylcholine pour être capable de se mettre en ressources, d'avoir de bonnes capacités de concentration, d'être capable d'apprendre, etc., etc. Et la créativité aussi. L'acétylcholine, c'est vraiment toutes ces notions-là. Donc, quand l'acétylcholine est un petit peu en baisse, c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problématiques de mémorisation. Alors, quand on commence à avoir des trous de mémoire, etc., il peut y avoir d'autres explications. Le stress chronique, par exemple, et la phase qu'on appelle aujourd'hui burn-in, qui précède le burn-out, c'est vraiment une période pendant laquelle on peut ressentir des trous de mémoire, des difficultés de concentration, parce que quelque part, on a le système nerveux, la tête qui est en surchauffe, voilà. Mais d'une manière générale, l'acétylcholine est vraiment en lien avec ces capacités-là. Ensuite, on a la sérotonine. C'est peut-être un des neurotransmetteurs les plus connus, puisque la plus grande famille des neurotransmetteurs, des antidépresseurs, agissent sur ce neurotransmetteur-là.
Donc on est vraiment sur un neurotransmetteur essentiel pour l'humeur et la bonne humeur et éviter les symptômes dépressifs. Donc la sérotonine, moi j'ai mis ça du coup, la joie de vivre. J'aurais pu mettre aussi le frein. C'est-à-dire que la sérotonine, c'est elle qui va commencer à être synthétisée en milieu d'après-midi et qui commence à donner à l'organisme la notion qu'il faut ralentir un petit peu. Donc quand on a une bonne sérotonine, alors on a la banane, on est plutôt de bonne humeur, on est patient, on est capable de se contenir, etc., de s'adapter aux différents stress, aux différents des événements, etc. On est plutôt stable et une certaine forme de contrôle de soi-même. Par contre, quand la sérotonine commence à marquer des signes de faiblesse, à l'inverse, alors c'est un état dépressif, mais qui va se traduire plutôt par une certaine agitation intérieure. C'est pas autant la dopamine, c'était vraiment je me traîne. Manque de sérotonine, ça peut à l'inverse donner des comportements un peu hyperactifs, un petit peu, on est énervé, irritable, on peut être un peu agressif, etc., susceptible. Voilà, et ça peut, dans les signes aussi, donner vraiment des comportements compulsifs, notamment des pulsions de sucre, par exemple, évidemment des difficultés de sommeil, mais tout type de comportement et de dépendance, d'addiction, ça peut être des signes de carence en sérotonine, par exemple. Alors, le GABA, là, on est sur le neurotransmetteur de la zénitude absolue. C'est vraiment le neurotransmetteur le plus relaxant, enfin, qui existe. Donc, c'est bien sûr un neurotransmetteur essentiel pour le sommeil, hein. Et donc les états de relaxation, etc. Ça, c'est vraiment le GABA. À l'inverse, quand le GABA n'est pas en quantité suffisante, ça peut donner vraiment des états d'anxiété, voire des attaques de panique, vraiment quelque chose une agitation intérieure qui est très compliquée et évidemment altérer le sommeil. C'est vraiment les difficultés notamment d'endormissement, parce que ça cogite, parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'on n'arrive pas à se calmer. Ça, c'est plutôt en lien avec le GABA. Et enfin, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, l'adrénaline, c'est le stresseur, c'est vraiment l'hormone, c'est ce qu'on appelle les pics d'adrénaline, hein, l'hormone qu'on va sécréter en état d'alerte, en état de stress aigu. Et la noradrénaline, c'est celle qui nous permet de nous maintenir finalement dans l'action et dans cet état d'alerte. Voilà pour une première entrée en matière. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer plus en détail de certains neurotransmetteurs, les principaux qui sont donc en lien avec notre humeur, et de voir quels conseils on peut associer pour favoriser leur synthèse. Alors, la dopamine dont on parlait tout à l'heure, donc, je vous le rappelle, elle est fabriquée environ vers 8 heures du matin, au même titre que l'hormone qu'on appelle le cortisol, hein, qui est vraiment l'hormone de l'action et du stress, donc de l'éveil quelque part. Pour fabriquer la dopamine, on a besoin de plein de choses. La brique principale, c'est ce qu'on appelle la tyrosine, qui est donc un acide aminé. Je le répète, un acide aminé, c'est ce qui va constituer une protéine alimentaire. Une protéine, ça va être comme un gros collier de perles emberlificoté comme ça, et chaque perle, c'est un acide aminé différent. Il y en a 20 qu'on utilise dans le corps humain, et toutes ces combinaisons nous permettent de fabriquer toutes les protéines possibles de l'organisme en fait. Donc un neurotransmetteur, c'est bien sûr une forme de protéine, hein. Donc tyrosine, starter de la journée, hein, je le rappelle, donc ça dynamise dans le début de journée, ça donne de la motivation, de la curiosité, l'envie de faire des nouveaux projets, etc., etc. Je vous ai mis aussi à l'inverse certaines phrases un petit peu représentatives pour que vous puissiez vous situer et voir si peut-être il y a des choses qui vous parlent. Donc bien sûr, je n'ai plus de motivation, je ne retiens plus rien, je n'ai plus vraiment de plaisir à faire les choses, je me sens fatiguée moralement, j'ai tendance à manger un petit peu n'importe quoi par flemme, entre guillemets. On n'est pas sur le côté compulsif comme pour la sérotonine, mais vraiment, j'ai pas trop envie de me consacrer à l'alimentation. J'ai tendance à procrastiner, donc voilà, remettre les choses, etc., parce que pas envie de m'y mettre, etc. Ça, on est quand même plutôt sur le profil de carence en dopamine, qui peuvent vous alerter. Alors, le conseil principal, et c'est vraiment un conseil qui peut vous aider sur plein d'autres choses, mais en tout cas dans le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait d'apporter un petit déjeuner protéiné le matin. C'est-à-dire que ce qu'on a tendance à faire en France le plus souvent, baguette, beurre, confiture, c'est finalement tout ce qu'il ne faudrait pas manger.
peut-être ce qu'on va garder là-dedans, c'est pas le pain, c'est le beurre, puisque le matin, c'est vraiment intéressant et c'est sûrement le meilleur moment de la journée pour apporter des acides gras saturés, hein, parce que le beurre, il faut absolument pas le diaboliser. Il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le beurre. Toujours pareil, c'est une question de dose et de moment de la journée. Donc le matin, c'est l'image que je vous ai choisie, hein. L'aliment idéal, c'est un œuf. Alors un œuf à la coque ou un œuf au plat pour éviter que le jaune soit trop cuit, hein, parce que ça altère aussi certains nutriments qui sont dedans. Donc le jaune coulant et le blanc bien cuit. Donc un œuf tous les matins. S'il y a des questions par rapport à ça, je les anticipe, ça ne pose aucun problème. Un œuf bien sûr de qualité, biologique idéalement. Et ça ne pose pas de problème non plus pour les personnes qui font du cholestérol. Bien au contraire, c'est une des façons de le réguler, de manger un œuf le matin cuit de cette façon. Voilà, je vous ai mis d'autres options si l'œuf, ça ne vous tente pas trop, ou si vous voulez varier, toutes sortes de protéines animales. Alors, fromage plutôt de chèvre ou de brebis pour leur digestibilité, des fromages frais. Ça peut être aussi un peu de jambon. Ça peut être, si vous êtes plutôt végétal, ce qu'on appelle les purées d'oléagineux, à partir du moment où elles sont non sucrées. Purée d'amandes, purée de cacahuètes, purée de noisettes, tout ça, voilà. Les oléagineux, ça contient des protéines et des acides gras, donc c'est vraiment intéressant. Protéines végétales, ça peut être aussi de l'hummus, par exemple, hein, c'est ce qu'on appelle une purée de pois chiches, hein. Les légumineuses sont de très bonnes sources de protéines. L'avocat pour les excellents acides gras qu'il va apporter. Et puis sinon, si vous voulez faire une transition un peu plus douce avec un petit déjeuner sucré, prenez une base de flocons d'avoine, mais vraiment nature, non sucrée, dans lequel vous allez ajouter des graines des oléagineux, des bonnes huiles, on en reparlera pour les oméga 3. Et en termes de boissons, alors le café n'est pas interdit, l'excès de café n'est pas forcément bénéfique, n'est même pas du tout pour la bonne synthèse des neurotransmetteurs, hein, parce que ça va faire des shoots un petit peu de dopamine, et donc si on en prend en excès, eh bien le corps va finalement se dire bon il y a du café ou du sucre ou d'autres excitants, donc j'ai plus forcément besoin d'en fabriquer autant, donc c'est contre-productif. Donc le thé vert, très intéressant, il a été prouvé qu'il y a un certain actif dans le thé vert qui va favoriser la bonne synthèse de la dopamine. Ou alors éventuellement une infusion de romarin. Je m'y attarde pas parce que là on est sur un outil plutôt en phytothérapie, mais le romarin va avoir vraiment cet aspect tonifiant le matin. Donc ça n'a rien à voir en termes de goût avec un café, mais sur l'effet tonique, on retrouve vraiment cet effet-là dans l'infusion ou la décoction de romarin, hein, selon le goût que vous voulez avoir. Voilà, donc dopamine, retenez vraiment principalement un petit déjeuner protéiné, puisque ça va vous apporter l'acide aminé dont vous avez besoin, entre autres, pour fabriquer la dopamine. Alors, la journée se passe, sérotonine. On commence tout doucement vers midi, donc là on commence à peine à sécréter notre sérotonine avec vraiment un gros pic de sérotonine à 16-17 heures. Alors, ce neurotransmetteur-là, lui, va être fabriqué à partir d'un autre acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane, ça fait partie de ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le synthétiser, le corps ne sait pas le fabriquer. Donc on est obligé de dépendre des apports alimentaires. Et ça fait partie en plus des acides aminés essentiels qui sont les plus rares dans l'alimentation. Alors la sérotonine, sachez également qu'elle est importante pour le sommeil. Pourquoi? Parce que c'est le précurseur d'une autre hormone qui est la mélatonine, qui est bien sûr l'hormone du sommeil. Donc si on a déjà une sérotonine qui n'a pas été fabriquée correctement, évidemment par ricochet, le sommeil ne peut pas être optimal. C'est pour ça qu'une carence en sérotonine peut aussi se manifester par des troubles du sommeil et notamment des troubles de l'endormissement. Mais ça peut être aussi des réveils nocturnes. Donc, je le disais tout à l'heure, la sérotonine, c'est le frein, c'est-à-dire que c'est la sérotonine qui nous permet de nous contrôler au niveau, par exemple, de notre appétit alimentaire, aussi au niveau de notre appétit sexuel, par exemple. C'est le régulateur des pulsions. C'est pour ça que quand on manque de sérotonine, on peut avoir des pulsions de sucre, des envies de compenser, des envies d'alcool aussi, enfin tout ce qui peut nous aider à compenser, on va dire, ce manque de relâchement. Les signes, alors, vraiment l'irritabilité, l'impatience, le côté boulimique, les pulsions de sucre dont je vous parlais, l'impossibilité à supporter les frustrations, ça peut être aussi un signe, et puis bien sûr le sommeil dont j'ai parlé à l'instant. Alors, la sérotonine, forcément, n'amène pas les mêmes conseils puisqu'elle n'est pas fabriquée au même moment de la journée. Donc,
Là, on est toujours, le petit déjeuner protéiné, c'est l'approche qu'on appelle la chrononutrition, qui est l'idée d'apporter ce qu'il faut au bon moment de la journée. Pour la sérotonine, donc, on va essayer d'apporter du tryptophane, évidemment, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on est plutôt sur la composition du repas du midi, où il doit y avoir de toute façon des protéines. Ça peut être des protéines animales, ok, mais c'est pas la meilleure source parce que le tryptophane qui est contenu dedans est pas forcément assimilé d'une façon optimale. Donc là où ça va être le plus pertinent, c'est effectivement dans les aliments que je vous ai cités ici, les légumineuses. Donc légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, etc. Le soleil commence tout doucement à revenir, donc pour le repas du midi au travail, par exemple, une salade à base de légumineuses, c'est parfait. Ça vous apporte de l'énergie, c'est pas trop lourd, vous n'allez pas avoir le coup de barre après manger. Donc une salade de lentilles, une salade de haricots rouges ou blancs, salade de pois cassés, etc. Tout ça, c'est parfait. L'œuf, c'est aussi une très bonne source de tryptophane. Ça peut être aussi une salade de riz complet, etc. Certains cofacteurs, je ne m'y attarde pas parce que je vais y revenir après, les cofacteurs pour la sérotonine, le magnésium, certaines vitamines B et la vitamine C. Donc ça peut être les dattes, une banane en dessert, du cacao, un carré de chocolat noir à plus de 70% de cacao, c'est très bien pour apporter du magnésium. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est de faire potentiellement une collation vers 16-17 heures. Alors pas n'importe laquelle, quand j'écris collation sucrée, évidemment, c'est pas l'idée d'aller chercher un Snickers ou des bonbons, etc., une source de sucre industriel et simple. C'est des sucres naturels, bien sûr. Donc c'est le moment parfait pour manger un fruit. Si vous aviez un fruit en dessert, ça peut être intéressant de le garder justement pour 16-17 heures à ce moment-là. Ça sera aussi plus digeste. Donc des fruits frais. À défaut, si vous êtes en déplacement, etc., ça peut être des fruits secs associés à des oléagineux qui vont vous apporter notamment du magnésium, par exemple, et d'autres vitamines B. Et puis également un carré de chocolat noir, si vous aimez ça, minimum 70%. Regardez bien le taux de pourcentage de cacao pour être sûr qu'évidemment, ça soit quand même un vrai chocolat noir. Alors, le GABA. Le GABA, l'image est parlante, c'est vraiment la personne qui a beaucoup de GABA, c'est un petit Bouddha sur pattes, qui va rester très facilement calme, relaxé, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux. Donc vraiment, qui amène une respiration profonde, calme, etc. Bien sûr, du coup, le GABA est en lien avec le sommeil, et c'est surtout dans les signes, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez l'impression d'avoir du mal, alors il peut y avoir plein d'autres explications, mais du mal à lâcher au niveau de la tête le soir et que ça cogite et que vous sentez dans une certaine excitation, voilà, c'est bien que le GABA n'est pas encore tout à fait installé dans votre organisme. Donc dans les signes, quand vous vous dites que vous aimeriez être un peu plus zen, que vous sentez une pile un petit peu comme ça, toujours stressé. Donc bien sûr, des problèmes d'endormissement ou des réveils pendant la nuit. Les pensées un peu qui tournent en boucle et puis surtout des pensées négatives, voire des moments d'anxiété avant le coucher, etc. Si vous êtes quelqu'un qui est très sujet au trac, voire à des crises d'angoisse, des attaques de panique, tout ça, c'est en lien avec le GABA. Alors, l'alimentation, donc le précurseur du GABA, c'est la glutamine, qui est elle aussi un acide aminé. Alors la glutamine, on est capable de le synthétiser, mais on va en trouver aussi bien sûr dans l'alimentation. Je fais tout de suite une parenthèse parce qu'on en parlera après. La glutamine, elle a aussi une fonction très très importante dans ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Donc c'est vraiment la couche très très fine de cellules qui existe au niveau de notre intestin et qui est l'endroit où on va pouvoir absorber les nutriments. Donc la glutamine à ce titre-là est également importante pour la qualité de notre écosystème intestinal qu'on verra en deuxième partie. Donc, certains apports en glutamine, donc bien sûr dans certaines protéines animales, dans certains légumes feuilles, notamment comme les épinards ou le persil, idéalement le persil cru, pour préserver toutes les vitamines et les minéraux qui peuvent être naturellement présents dedans également. Les cofacteurs, souvent les mêmes, on y reviendra.
Certains aliments sont naturellement riches en GABA, naturellement. C'est le cas par exemple de la châtaigne, de la pomme de terre, du riz. Bon, l'astragale, c'est pas un aliment, c'est une plante, ce qu'on appelle une plante adaptogène. Donc, je ne m'y attarde pas, mais à ce titre, elle est vraiment intéressante. Et dans certains thés aussi, on va pouvoir trouver du GABA. Je vous ai mis quelques exemples de tisanes de plantes qu'on va dire GABAergiques, c'est-à-dire qui vont favoriser la synthèse de GABA. Je vois une question au passage. Oui, il y aura un replay. C'est enregistré. Donc les plantes GABAergiques à prendre le soir, ce sont des plantes classiques du système nerveux, hein, l'aubépine, la valériane ou l'escoldia par exemple. Alors la valériane, c'est pas exceptionnel en termes de goût et d'odeur, donc en tisane, je sais pas trop ce que ça peut donner, ou alors il faut compenser avec autre chose. Mais l'aubépine et l'escoldia, voilà, en tisane, ça peut se trouver après, bien sûr aussi en complément alimentaire ou sous d'autres formes. Alors, ça c'était des focus spécifiques sur certains neurotransmetteurs. Là, je vais vous parler aussi de ce qu'on a vu au fur et à mesure, c'est-à-dire les cofacteurs micronutritionnels notamment, qui sont importants pour la bonne synthèse des neurotransmetteurs d'une manière générale. Vous avez dû voir qu'il y en avait qui revenaient sur chacune des parties. Alors, le premier, l'incontournable, l'éternel, c'est le magnésium. Je pourrais passer probablement plus d'une heure à vous parler uniquement de ses fonctions, puisqu'il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques. Donc en gros, si on a plein de magnésium, tous les processus métaboliques quasiment sont entravés, et principalement la synthèse des molécules qui nous permettent d'avoir de l'énergie, hein, ce qu'on appelle l'ATP, via ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Si on n'a pas de magnésium, eh bien, on n'arrive pas à le faire correctement. Donc un des premiers grands signes d'une carence en magnésium, c'est donc bien sûr la fatigue. Mais pas que. Alors, je ne vais pas tout détailler. La contraction musculaire, oui, parce que le magnésium, il est myorelaxant. Donc, si vous sentez que vous avez beaucoup de crampes, que vous avez, vous savez, des fois, on a la paupière, là, on a l'impression que ça tressaute tout seul ici, ou des fois au niveau de la bouche. Ça, c'est un signe classique et typique d'une carence en magnésium. Donc, la régulation de l'influx nerveux, c'est aussi une des liens qu'on peut faire avec le sujet d'aujourd'hui, de la santé mentale, hein, bien sûr. Les processus cérébraux, donc forcément là aussi, les signes comme l'irritabilité, l'impression de moins bien gérer vos émotions, d'être plus émotif, tout ça, ça peut être des signes de carence. Grande fonction aussi du magnésium dans l'équilibre de la santé cardiovasculaire, puisqu'il va réguler le rythme cardiaque. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Le rôle métabolique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour la fabrication de l'énergie. Alors, 75% des Français carencés, ça c'est un chiffre qui est issu des dernières études, mais qui date déjà de plus de 10 ans. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, surtout vu la période qu'on vit depuis quelques temps, le chiffre s'approcherait plutôt de 100%. Aussi pour la simple et bonne raison qu'il est extrêmement compliqué d'avoir les apports nécessaires aujourd'hui simplement dans l'alimentation, pour plein de raisons, parce que l'alimentation a été extrêmement appauvrie, donc la teneur micronutritionnelle des aliments qu'on consomme n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient originellement, et ne serait-ce qu'il y a un siècle, hein, à cause de la pauvreté des sols, etc. Voilà, donc on peut considérer que ça fait partie des cures qu'on peut faire tous régulièrement, au moins une fois par an, voire 2, 3 ou 4 fois, selon évidemment les sources de stress qu'on peut avoir aussi. Puisque plus on est stressé, plus on va griller notre magnésium, et moins on a de magnésium, moins on est en capacité d'affronter le stress. Donc c'est vraiment typiquement ce qu'on appelle un cercle vicieux. Les symptômes, j'en ai dit un certain nombre, hein, la fatigue bien sûr, l'irritabilité, l'énervement, tout ce qui est anxiété, état d'angoisse, etc. Pensées négatives, pensées noires, tous les troubles du sommeil bien sûr, puisque le magnésium a vraiment cette fonction de relâchement. Les crampes musculaires qu'on a évoquées également. Alors, dans l'alimentation, je vous parlais tout à l'heure du chocolat noir, très bien. Au moins 70 voire 75% de cacao, 80, 85, 90 si vous y arrivez. Bien sûr, c'est de mieux en mieux puisque il y aura de plus en plus de cacao, donc de magnésium et d'autres choses, parce que le cacao est aussi très très riche en antioxydants, on en parlera tout à l'heure. Les oléagineux, les amandes, c'est connu aussi. Dès lors que vous êtes sur des céréales complètes, du riz complet, des pâtes complètes, toutes les légumineuses dont on parlait aussi.
Tout ce qui est vert, les légumes à feuilles vert foncé qui contiennent de la chlorophylle, puisque la chlorophylle contient du magnésium, donc comme les épinards par exemple. Et puis les figues séchées, le gingembre, le curcuma, toutes ces épices que vous pouvez vraiment utiliser à l'envi tous les jours dans votre cuisine. Alors, si vous souhaitez vous complémenter, je vous donne simplement quelques éléments pour vous repérer, puisqu'il existe mille et un compléments en magnésium. Regardez ce qu'on appelle la forme de magnésium. Idéalement, choisissez un magnésium qui va contenir du bisglycinate, du glycérophosphate ou éventuellement du citrate, qui sont dans les meilleures formes assimilées. Toutes les autres formes de magnésium vont par exemple avoir tendance à irriter un petit peu vos intestins. Peut-être que vous avez déjà fait des cures et vous avez été incommodé, c'est bien la preuve que du coup le magnésium n'a pas été correctement assimilé. En dosage, on est minimum sur des cures de 400 mg par jour. En une fois, c'est pas le mieux. Idéalement, prenez en 2 ou 3 fois pendant le repas, de façon à maximiser l'assimilation du magnésium. Les oméga 3. Alors, une façon très simple de retenir ça, c'est que le cerveau, c'est du gras. C'est un des organes les plus gras de notre organisme. Donc, pour que ça fonctionne bien, les neurones ont besoin de gras. Ce qu'on appelle la gaine de myéline, c'est ce qui est autour des neurones. Et c'est ce gras, cette gaine de myéline, qui va permettre la propagation de l'influx nerveux. Donc, si on n'a pas suffisamment de gras, malheureusement, on a fait la chasse au gras pendant des années et c'est très dommage, puisqu'on a du coup installé des carences extrêmement importantes en acides gras essentiels, dont font partie les oméga 3. Alors, je ne détaille pas toutes leurs fonctions, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment leur fonction dans le cerveau et leur rôle dans toute cette synthèse des neurotransmetteurs. Mais sachez aussi, comme je vous l'ai indiqué ici, qu'ils nous permettent de combattre cette fameuse inflammation. Donc là, par contre, il y a du lien, puisque je vous parlais tout à l'heure de neuroinflammation. Soulage les douleurs aussi, donc une action antalgique. Le DHA, qui est un oméga 3, va avoir une fonction importante de protection de la rétine. La santé cardiovasculaire également. Toutes les problématiques métaboliques, il faut aller vérifier son statut en acides gras. Et puis, toutes les problématiques de peau aussi, qui peuvent être très en lien avec le stress. Une des premières choses à faire, c'est de vérifier aussi les acides gras dans l'assiette. Alors, concrètement, où est-ce qu'on va trouver les oméga 3 ? Alors, ce sont des oméga 3 ce sont des acides gras qui sont très fragiles et qui sont très rares dans l'alimentation. Donc c'est pas de chance parce qu'ils ont énormément de fonctions et on les trouve assez peu. Donc il faut bien savoir choisir ses sources alimentaires. Première source, ce sont les petits poissons gras. Les sardines, le maquereau, le hareng, la truite, etc., etc. Ça peut être aussi bien sûr le saumon et le thon. Après, bon, il n'est pas interdit d'en consommer 2 à 3 fois par semaine, ça serait trop, parce que comme c'est des gros poissons et que malheureusement les mers sont très polluées aujourd'hui, et notamment en métaux lourds, eh bien les gros poissons ont tendance à être plus concentrés en métaux lourds. Donc, petits poissons idéalement, sardines, maquereaux, etc. Et ce, 2 à 3 fois par semaine sans problème. Pour un repas du midi, c'est parfait aussi, puisque vous n'avez pas de préparation, il suffit de vous faire un mélange de légumes, une salade à côté, et c'est très vite fait. Dans certaines huiles végétales, alors de qualité biologique de préférence, et surtout vérifier que ce sont bien des premières pressions à froid. Si ce n'est pas le cas, eh bien évidemment, il n'y aura plus aucun oméga 3 puisque ces huiles auront été chauffées. Ce sont par exemple les huiles de colza, les huiles de noix, et après des huiles un peu plus spécifiques que là vous ne trouverez qu'en magasin bio, comme le lin, le chanvre ou la cameline. C'est vendu dans des petites bouteilles, souvent opaques. Toutes ces huiles-là sont des huiles que vous devez impérativement garder au frigo et que vous ne devez absolument pas utiliser pour la cuisson. Pour la cuisson, c'est l'huile d'olive. Là, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. L'huile d'olive, et après, en assaisonnement et cru. Alors, soit dans vos salades, soit même après rajouter sur un plat chaud. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ne pas les cuire. C'est les huiles que je viens de vous citer. Quelle quantité? Entre 2 et 3 cuillères à soupe par jour et par personne. C'est vous dire en général le gap qu'il y a entre la consommation habituelle qu'on a. On a tendance plutôt à limiter les huiles, alors que ces huiles-là, au contraire, il faut arroser très généreusement nos assiettes avec. Et puis dans certains oléagineux et graines, alors dans les oléagineux, il n'y a que la noix de Grenoble, la noix classique, qui contient des oméga 3. Donc si vous avez la chance d'avoir un noyer ou quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui a un noyer, c'est génial. Comme ça, vous allez pouvoir en avoir un peu toute l'année. 5, 6, 7 noix par jour, c'est idéal. Ça a été étudié que ça protégeait de beaucoup de problématiques. Et après, dans certaines graines, notamment les graines de lin, les graines de sésame ou les graines de chia,
sous réserve de les mixer, les graines de lin et les graines de sésame, puisque si vous ne les mixez pas, vous n'allez pas avoir la capacité d'accéder. Elles sont trop petites en fait et trop dures, donc il faut les mixer pour pouvoir accéder aux oméga 3 qui sont dedans. Les vitamines B, on en a vu passer un certain nombre dans les focus tout à l'heure. Les vitamines B vont être globalement, effectivement, extrêmement importantes dans la synthèse des neurotransmetteurs en jeu dans notre santé mentale. Alors, où est-ce qu'on va les trouver ? Alors, bien sûr, un peu partout, mais principalement, bien sûr, dans tout ce qui est aliments non raffinés. Alors, encore une fois, les oléagineux qu'on a déjà cités à plusieurs reprises, dans les céréales et les légumineuses. Donc, légumineuses, encore une fois, elles ont tout bon. Les céréales, c'est vraiment l'idée de quasiment systématiquement privilégier au moins du semi-complet, du riz semi-complet, même si vous êtes sur du blé, des pâtes, de la semoule, on trouve maintenant très facilement au moins le semi-complet, après idéalement le complet, selon aussi votre tolérance digestive. Si vous n'êtes que sur du blanc pour l'instant, dans un premier temps, passez sur du semi-complet pour pas non plus irriter votre intestin qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant de fibres. La levure de bière et le germe de blé, ça c'est des choses qu'on peut trouver dans le commerce, sous forme de petites paillettes, c'est des paquets avec oui, cette espèce de poudre ou de paillettes. C'est des choses que vous pouvez rajouter. Alors encore une fois, avec les beaux jours, on va faire plus de salade, donc n'hésitez pas à rajouter ça. C'est vraiment des super aliments qui vont couvrir déjà un certain nombre de micronutriments, vitamines et minéraux également. Dans les légumes verts, encore une fois, et dans le foie, si vous aimez ça, alors le foie de qualité, tout type de foie, mais de qualité, d'origine biologique, c'est mieux, et des animaux relativement jeunes, parce que c'est comme nous, le foie avec l'âge, il va être plus encrassé, mais en tout cas, c'est une source qui va être intéressante, entre autres, de vitamine B. Les antioxydants, alors je vais passer quand même relativement vite, les antioxydants, c'est ce qui nous permet de lutter contre le vieillissement cellulaire et le stress oxydatif. Donc, vous allez en avoir dans tous les végétaux. Retenez peut-être uniquement ça, c'est que c'est une des bonnes raisons pour lesquelles il est conseillé de manger beaucoup de végétaux, de fruits et de légumes, et d'avoir une assiette la plus colorée possible. Pourquoi ? Parce que c'est la couleur qui va indiquer la teneur en antioxydants. Et plus vous avez de couleurs différentes, plus vous allez avoir des familles d'antioxydants différents. Donc dans votre assiette, déjà, sans même avoir la connaissance de quels antioxydants sont présents dans ce que vous avez, si vous avez une assiette colorée, c'est déjà bon signe et ça risque de vouloir dire que vous touchez différentes familles d'antioxydants, bien sûr. Donc caroténoïdes, comme leur nom l'indique, c'est plutôt rouge orangé. Et après, par exemple, les anthocyanes, là je vous ai mis une photo avec des fruits rouges. Tout ce qui est rouge, bleu, violet, noir, etc., on est plutôt sur la famille, par exemple, des anthocyanes. Alors, je ne détaille pas parce qu'on a encore des choses à voir. Top 10 des aliments antioxydants. Pollen de châtaignier, ça c'est quelque chose que vous allez trouver par exemple en magasin bio pour faire une cure une fois ou deux par an. Les baies de goji qui sont ici en photo, des tout petits fruits qui sont très peu sucrés et très riches en antioxydants. Le cacao dont on a parlé, le thé vert, notamment le matcha. L'huile d'olive de qualité encore une fois. Tous les fruits rouges, très peu sucrés et très très riches en antioxydants. Le curcuma dont on va parler aussi, à la couleur, de toute façon ça se voit. L'artichaut, l'ail ou encore la cannelle, ce sont d'excellents aliments qui vont booster vos apports en antioxydants. Alors, le fameux microbiote. Donc, rapidement, cette citation que j'ai trouvée vraiment pertinente et qui touche aussi le sujet d'aujourd'hui, d'Hippocrate, le père de la médecine, c'est aussi le père de la naturopathie. Donc, nous avons vraiment les mêmes fondements au départ. Toutes les maladies commencent dans les intestins. Il avait déjà cette intuition il a eu beaucoup d'intuitions, Hippocrate, mais en tout cas, celle-ci était tout à fait juste et c'est ce qu'on commence à se rendre compte, en tout cas à réussir à prouver aujourd'hui. Donc le microbiote, c'est quoi ? En fait, c'est une population incroyable de bactéries, de virus, de champignons, de parasites. Alors ça peut faire peur, mais en fait, c'est une population qui, dans les meilleurs des cas, s'accommode très bien dans une forme d'équilibre. C'est-à-dire que tout ce petit monde cohabite et finalement tout le monde se rend service les uns avec les autres quand ça reste dans une bonne proportion avec ce qu'on appelle les bonnes bactéries et puis des bactéries qui sont potentiellement plus pathogènes ou des champignons comme le candida par exemple qu'on a tous dans nos intestins mais il est gardé dans une certaine mesure parce que les bonnes bactéries sont là pour garder l'équilibre.
Ça représente 2 kilos, les chiffres sont assez parlants, hein. Ça pèse 2 kilos, rien que notre microbiote pèse 2 kilos, ce qui est énorme. Il y en a, en fait, on est beaucoup plus bactérien qu'humain, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'il y a plus de bactéries que de cellules. Et donc, il y a à peu près, on dénombre environ 1 millier de populations différentes de ce petit monde qui cohabite dans nos intestins. Alors, beaucoup de fonctions qu'on commence à découvrir, certaines qu'on connaissait et d'autres moins. La première, c'est qu'elle a une fonction digestive, hein. Les bactéries vont nous permettre de digérer ce qui n'a pas été digéré plus tôt, qui n'a pas été absorbé. Grosse fonction, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais énorme fonction immunitaire, hein. On dit que 70% de nos cellules immunitaires minimum sont présentes dans nos intestins. Donc, si nos intestins ne vont pas bien, on ne peut pas avoir une défense optimale, c'est évident. On fabrique certaines vitamines, par exemple la vitamine K est fabriquée par certaines bactéries. Et puis ça va réguler aussi l'absorption de certains nutriments, le magnésium dont on parlait tout à l'heure par exemple. Si on a ce qu'on appelle une dysbiose, hein, le terme de dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Eh bien forcément, on aura beau prendre du magnésium ou d'autres compléments alimentaires, des fois on prend, mais on n'a pas l'impression que ça nous fait d'effet. Alors soit c'est le complément qui n'est pas adapté, soit c'est qu'on a une mauvaise assimilation, et ça peut être en lien, il faut venir questionner bien évidemment la qualité de notre écosystème intestinal. Alors vous l'avez probablement entendu, hein, on parle aujourd'hui de l'intestin comme du deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que il y a tout un système nerveux qui régule bien sûr notre système digestif. C'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Et ce système nerveux entérique va être en lien, très en lien, beaucoup plus en lien que ce qu'on pouvait imaginer, avec notre système nerveux, donc notre équilibre émotionnel, etc. Celui qui fait le lien entre ça, c'est ce qu'on appelle le nerf vague, qui est sous commande du système nerveux parasympathique, hein. Quand on est en stress, en action, on est en orthosympathique. Quand on est relâché, qu'on se détend ou qu'on dort, on est en parasympathique. Entre parenthèses, ça veut dire qu'on ne peut pas digérer correctement si on est en stress constant. C'est impossible parce que c'est pas les mêmes, on ne peut pas activer les deux en même temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des informations qui passent du cerveau jusqu'aux intestins, ça on le savait. Exemple, on est stressé, on est anxieux, etc. avant un examen, et ben on va par exemple avoir comme symptôme la diarrhée. Ça montre bien qu'il y a des signes qui sont envoyés d'ici jusque dans le ventre, où on a mal au ventre, hein, tout simplement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça va dans les deux sens. Et donc, forcément, si on a des troubles digestifs, il y a des chiffres qui ont été donnés en introduction, si on a des problèmes digestifs, si on a de l'inflammation digestive, si on a une pathologie spécifique, on parlait du symptôme du côlon irritable par exemple, tout ça, eh bien évidemment, ça veut dire qu'il y aura une influence sur notre mental, sur notre émotion, sur notre stabilité émotionnelle. Alors, il date de quelques années, je ne sais plus exactement en quelle année il est sorti, mais vous avez peut-être entendu parler de ce livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, par une Allemande, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, ici, c'est extrait de son livre qui est vraiment très abordable et très intéressant. Je vous invite à le lire parce que ça donne aussi beaucoup de conseils et très pertinent. Elle dit que 90% des informations remontent de l'intestin vers le cerveau. Et pas l'inverse, comme on a longtemps pensé que c'était surtout d'ici vers les intestins. En réalité, on se rend compte aujourd'hui que c'est principalement dans l'autre sens que ça va. Petite citation de Bouddha au passage, l'homme sage est celui qui va bien de l'intestin. On remarque que tout le monde va dans la même direction, à des époques différentes. Alors, l'intestin, retenez une chose importante, c'est que sur les neurotransmetteurs dont je vous parlais tout à l'heure, on sait aujourd'hui par exemple que la sérotonine, 90% de notre sérotonine va être synthétisée dans nos intestins. Donc imaginez, et 50% de la dopamine. Si notre intestin n'est pas en bon état, évidemment que ça va être compliqué d'avoir un équilibre des neurotransmetteurs efficace et optimal. Qu'est-ce qui va perturber l'équilibre de la flore intestinale? Un tas de choses. Je vous ai mis vraiment quelques éléments. Le stress chronique dont je vous ai déjà parlé, évidemment, hein, ça donne de l'inflammation et notamment des problèmes digestifs. La sédentarité ou à l'inverse, l'activité physique trop intense, hein, les sportifs intensifs ont très 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 souvent des problèmes intestinaux qui s'expliquent. Je ne peux pas détailler ici le mécanisme, mais voilà, fatalement il y a de l'inflammation digestive et donc un soin très particulier apporté aux intestins. Et bien sûr, la qualité de l'alimentation. Alors, je vous ai mis quelques extraits de choses qui ont été étudiées.
est mis en avant, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc une étude en 2020 de l'INSERM qui dit que les émulsifiants alimentaires, par exemple, augmentent le pouvoir pathogène de certaines bactéries et le risque d'inflammation intestinale. Donc là, on est sur le conseil global de limiter autant que possible les produits industriels et transformés. Le sucre alimentaire ensuite, en septembre 2022, le sucre alimentaire altère le microbiote et induit des maladies métaboliques. Donc ça, c'est toutes les problématiques liées au sucre, à l'excès de consommation de sucre, à tous les sucres cachés, tous les sucres qui sont ajoutés dans les produits agroalimentaires, etc. Ça serait un sujet à part entière à développer également. Et puis enfin, l'alimentation ultra transformée. Donc ça, c'est encore autre chose. Hein, c'est l'ultra transformation, c'est tous les processus qui vont altérer en fait ce qu'on appelle la matrice originelle d'un aliment. Le fait que manger une pomme et puis un concentré de jus de pomme, ça n'a rien à voir puisque on n'a plus grand chose de la matrice originelle de l'aliment et bien sûr on n'a plus beaucoup de micronutriments non plus. Donc l'alimentation ultra transformée a tendance à favoriser l'apparition de maladies chroniques intestinales et à mon avis pas que. Alors du coup, comment on fait pour avoir une flore équilibrée ? On aura bien compris qu'il faut travailler de façon, le terme a été utilisé aussi en introduction, de façon holistique, c'est-à-dire que l'alimentation, bien sûr, va être le nerf de la guerre et le cœur du travail, mais si on est en état de stress chronique, bien sûr que ça va avoir ses limites. Donc l'approche holistique, c'est ça, hein, c'est ce qu'on fait en travail en naturopathie, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle les approches holistiques, c'est parler de l'alimentation, c'est aussi parler de l'état de stress, c'est de faire des techniques de relaxation, etc., pour essayer d'appréhender la personne de façon globale. En tout cas, en ce qui concerne l'alimentation, l'idée, c'est de pouvoir nourrir correctement cette population de bonnes bactéries. Je vous le disais tout à l'heure, dysbiose, ça veut dire qu'on n'a plus assez de bonnes bactéries et que du coup, ça laisse le champ à d'autres bactéries ou champignons. Je vous parlais du candida. On parle aujourd'hui d'une problématique qui est très, très à la fois silencieuse et très répandue, qui s'appelle la candidose intestinale, qui est finalement la prolifération d'un champignon dans l'intestin, qui est opportuniste en fait. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de bonnes bactéries qu'il a été capable de se développer. Alors, comment on fait pour faire la place principale aux bonnes bactéries ? Eh bien, il faut leur donner à manger à ces bactéries. Et donc, les prébiotiques, c'est ça. C'est ce qui va permettre de nourrir nos bonnes bactéries dans l'intestin. Et donc, les prébiotiques, on va les trouver principalement dans ce qu'on appelle les fibres dans les végétaux. Donc, il y en a beaucoup. Je vous ai mis quelques exemples, mais sachez qu'à partir du moment où vous mangez des végétaux, vous mangez des légumes, des fruits, des légumes, que vous mangez des céréales qui sont non raffinées, donc du riz complet, des légumineuses, etc., qui sont tous des aliments très riches en fibres, eh bien forcément, vous allez apporter des prébiotiques, pardon. Donc les artichauts, les asperges, les oignons, l'ail, etc. sont particulièrement riches. La racine de chicorée, c'est quelque chose qui est très très riche en inuline, ou le topinambour par exemple, un légume un peu oublié. À partir du moment, peut-être si vous connaissez, vous en avez mangé, le topinambour, ça peut donner, si on en mange trop, un peu de ballonnement. Et ben, quand on a des ballonnements, quand on mange quelque chose, ou les légumineuses aussi pour certains, eh bien c'est bien la preuve que vos bactéries sont en train de travailler, puisque quand elles digèrent, elles vont créer des gaz. C'est ça qui nous donne les ballonnements. Donc, il ne faut pas que ça soit inconfortable. Si vous en avez beaucoup et vous supportez peu de ces aliments-là, c'est bien le signe que vos bactéries en ont besoin. Donc, il ne faut surtout pas les enlever, mais il faut les réintroduire de façon plus régulière. Les probiotiques maintenant, c'est probablement un terme que vous connaissez. Alors bien sûr, des probiotiques, on peut en prendre en complément alimentaire. C'est très vivement conseillé après toute cure d'antibiotiques, puisqu'un antibiotique va bien sûr faire son travail de anti-infectien, antibactérien, mais il va aussi malheureusement au passage altérer les bonnes bactéries de notre intestin. Donc dès qu'on a pris un antibiotique, il faut vraiment essayer de limiter l'impact négatif sur la flore en faisant une cure de probiotiques. Donc ce sont là pour le coup des probiotiques, ce sont des bactéries. Ce sont des bonnes bactéries qu'on va essayer de redonner à l'organisme pour rééquilibrer la flore intestinale. Alors je vous ai mis après la recette pour information du kéfir de fruits. Donc on a certaines boissons fermentées. Alors si vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez en tester, vous en trouverez à coup sûr en magasin bio ou dans certains magasins spécialisés en grande surface, je ne sais pas si on peut en trouver. Ce qu'on appelle le kombucha ou le kéfir. Si vous voulez tester, ce sont donc des boissons qui sont naturellement pétillantes, qui sont fabriquées à partir d'une fermentation en fait.
Et puis vous avez aussi certains légumes, alors les légumes qu'on appelle lacto-fermentés, c'est pareil, on peut les faire soi-même, mais vous pouvez aussi en tester en magasin bio. La choucroute, c'est le bon exemple. La choucroute, c'est du chou fermenté, hein, donc la choucroute est excellente pour la santé, puisqu'elle va vraiment vous apporter des probiotiques, des bonnes bactéries. Dans les produits laitiers, on le sait aussi, il y a certains probiotiques. L'efficacité est vraiment très variable selon la qualité du produit laitier. Les fromages au lait cru, principalement, vont avoir les meilleures actions sur le microbiote et les apports en probiotiques. Et les compléments alimentaires, bien sûr, j'en ai parlé. Alors, il y en a aussi de qualité très variable, hein. L'idée, si vous en prenez, encore une fois, pour vous donner quelques grandes lignes de choix, c'est d'aller vers des probiotiques qui contiennent au moins 10 milliards de bactéries, puisque forcément, ça passe aussi. Alors, il y a des gélules qui sont plus ou moins gastro-résistantes, mais forcément, vous allez en perdre au passage. Donc, il faut avoir quand même une teneur importante au départ pour être sûr qu'au moment où ça arrive au niveau des intestins, il y en ait encore. Donc, regardez un petit peu le dosage. 10 milliards, c'est en général un bon dosage. Et puis après, vous allez avoir, mais là c'est pareil, c'est tout un sujet, hein, vous allez avoir différentes souches de probiotiques, hein, puisque il y a dans nos intestins, on l'a vu, hein, plus de 1000 familles différentes. Donc après, il peut y avoir des probiotiques plus ou moins spécifiques selon l'objectif voulu. Et pour information, hein, on parle aujourd'hui de psychobiotiques, puisque là, pour le coup, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc il y a certaines souches qui sont tout particulièrement étudiées aujourd'hui pour justement leur impact régulateur sur la synthèse des neurotransmetteurs. De toute façon, d'une manière générale, travailler sur l'équilibre de la flore intestinale va être indispensable pour favoriser la bonne synthèse des neurotransmetteurs, mais il semblerait que certaines souches soient plus appropriées, plus directement en jeu dans justement la chimie de ces neurotransmetteurs. Voilà, mais ça c'est pareil, ça fait partie des sujets qui sont très récents, pour lesquels on est encore en train de découvrir des choses. Alors, je vous le disais, je vous ai mis pour information, je ne vais pas forcément le détailler parce qu'on arrive au bout du timing, mais le kéfir de fruits, c'est quelque chose qui est vraiment très facile à faire chez soi. C'est une façon, alors simple, ça peut paraître un peu compliqué de faire quelque chose tout le temps, il faut juste trouver le rythme, hein, sincèrement. Trouver le rythme de faire son kéfir. Mais alors les enfants, moi j'ai un petit garçon d'à peine 3 ans qui adore ça, le kéfir. Donc les enfants, il est encore un peu petit pour le faire, mais après s'ils grandissent, ça peut être aussi des missions à donner à vos enfants parce que c'est vraiment d'une simplicité enfantine, c'est le cas de le dire. Il faut juste au départ trouver des grains de kéfir. Alors en général, le mieux c'est ça, c'est d'en récupérer d'une personne à l'autre. Donc, interrogez un peu votre réseau sur les réseaux sociaux, demandez un petit peu s'il y a des gens qui ont des grains de kéfir à donner. Une fois qu'on en a, on ne sait plus quoi en faire parce qu'en fait, à chaque fois qu'on en fait, ça prolifère. Regardez sur Internet aussi, il peut y avoir des groupes dans votre région pour se faire donner des grains de kéfir. On peut aussi, si vraiment on ne trouve pas, en trouver dans certains magasins bio, par exemple. Voilà, on va dire, c'est un plan B en termes d'équilibre de probiotiques. Ces grains-là sont forcément un peu moins riches qu'un grain qui a travaillé longuement. C'est un peu comme les levains à l'époque quand on faisait son pain. Il y avait vraiment des levains familiaux. Ils avaient tous une certaine richesse et un certain équilibre puisqu'ils maturaient au fur et à mesure du temps et des années. Voilà, donc vous avez juste besoin de ça en point de départ. Et puis après, la recette est vraiment très simple, hein. En fait, ça se passe en 2 temps de fermentation. La première, vous mettez donc de l'eau avec vos grains de kéfir, avec un demi-citron coupé en rondelles, avec des figues séchées, du sucre. Alors idéalement du sucre complet, un sucre de canne blond ou un sucre de canne complet fait parfaitement l'affaire. Ça vous donnera une couleur un peu foncée comme ça. Et puis donc une autre source. Vous laissez, alors faut pas fermer la bouteille, hein, vous laissez mettre simplement un petit torchon pour que ça respire. Vous laissez fermenter, alors les chiffres diffèrent. Après, avec l'expérience, on arrive à voir quand est-ce que c'est le bon timing. Entre 24 et 48 heures. Souvent, je trouve que 36 heures, c'est bien, justement au milieu. Un des signes, c'est que les figues vont remonter à la surface. Ça peut vous donner, mais voilà, j'en ai fait moi cette semaine et les figues n'étaient pas n'ont pas coulé du tout. Elles ont flotté dès le départ, donc c'était pas un signe qui pouvait m'aider. Mais voilà, globalement, en tout cas pas plus de 48 heures, c'est un grand maximum.
Une fois cette première fermentation faite, vous filtrez, donc vous enlevez, vous récupérez les grains de kéfir pour évidemment en refaire après. Si vous en refaites pas tout de suite, mettez-les dans l'eau, mettez un tout petit peu de sucre pour pas que ce sont des organismes vivants, donc il faut qu'ils aient un petit peu à manger, et vous les mettez au frigo. Et une fois que vous avez filtré la boisson, là, vous la mettez en bouteille. Alors, essayez d'avoir des bouteilles qui ferment bien, parce que forcément, ça va fermenter, donc ça va faire des bulles. Et donc, voilà, ça peut être très pétillant. Et là, vous allez laisser fermenter dans un second temps pendant au moins 2 jours. Ça peut être plus. Après, c'est vraiment en fonction du goût aussi. Plus il va travailler, plus le goût va des fois être un petit peu modifié. En tout cas, quand ça vous paraît, vous pouvez tester, hein, ça doit vraiment faire un gros pchit quand vous ouvrez la bouteille. Quand ça vous paraît OK, eh bien, vous pouvez stopper la fermentation et conserver au frigo. Évidemment, le froid, du coup, va bloquer la fermentation et vous pouvez le consommer pendant la semaine qui suit sans problème. Un verre de kéfir tous les matins à jeun, ça vous fait l'effet d'une cure de probiotiques en fait. Alors plus sur de l'entretien, mais quand c'est pris sur un certain terme, vraiment, on peut voir des effets, croyez-moi, sur parole, parce que j'ai eu plusieurs témoignages alors sur des différents effets, hein, mais une personne de ma famille, par exemple, avec des problèmes de peau, s'est rendu compte sur quelques semaines que les problèmes de peau avaient disparu, par exemple. Mais au moment de l'hiver, ça peut être une excellente aussi cure pour simplement renforcer son système immunitaire avant l'hiver, par exemple. Voilà, je vais respecter à peu près le timing et donc je ne sais pas s'il y a eu des questions au fil de l'eau, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, question, que penser des boissons gazeuses? Alors, question, est-ce que vous pourriez préciser, parce que boisson gazeuse, alors le fait que ça soit gazeux d'une manière générale, dans l'absolu, ça ne pose pas de problème, sauf s'il y a des problèmes de reflux gastrique, puisque naturellement, ça va avoir tendance à favoriser le reflux, donc on déconseille les boissons, quelles qu'elles soient, gazeuses dans ces cas-là. Après, si c'est une eau gazeuse, il faut aller voir la qualité de l'eau. On a tendance à préconiser plutôt des eaux qui ne soient pas trop minéralisées pour qu'elles puissent faire un travail de nettoyage et de drainage, on va dire. Après, si on est sur le sujet des sodas, par exemple, là, qu'est-ce que j'en pense? Ça n'a aucun intérêt, que des choses négatives. C'est du sucre. Si c'est pas du sucre, c'est des édulcorants et on sait que ça pose les mêmes problèmes métaboliques. Et puis, c'est extrêmement acide, c'est bourré d'acide phosphorique, donc c'est très, très acidifiant. Et donc là, ça va favoriser tous les problèmes digestifs et là aussi, toutes les maladies inflammatoires, etc., quoi. Cette visioconférence sera disponible en replay sur notre site www.pivisio.com dans l'après-midi, ainsi que le support de Claire qui sera disponible au téléchargement. Autre question pour vous, quel est votre avis sur le tofu? Alors, le tofu, très bon avis. Ça peut être un bon complément de protéines végétales, hein. Le tofu, évidemment, est fabriqué à partir de soja. Et donc, le soja est très, très riche en protéines, hein. Après, bien sûr, les protéines végétales sont un petit peu moins bien assimilées, moins biodisponibles en fait que les protéines animales. Par contre, on n'a pas non plus tous les inconvénients des protéines animales en excès. Donc le tofu, ça fait partie des protéines végétales, ça fait partie en fait pour moi des aliments qu'on peut intégrer dans sa balance globale sur une semaine. C'est aussi d'un point de vue pratique, moi des choses que j'achète, alors personnellement je les prends déjà cuisinées. En magasin bio, par exemple, vous allez trouver des tofus cuisinés, alors aux olives, à la tomate, etc. C'est pour moi le plan B de dernière minute quand j'ai pas le temps de cuisiner. Couper en petits morceaux pour une salade le midi, c'est très rassasiant, vraiment. Et puis c'est très digeste pour le coup. Voilà. Nous avons une participante qui est connectée avec nous depuis la Martinique et elle vous pose une question. Par quel autre fruit peut-on remplacer la figue dans le kéfir? Je suis en Martinique. Est-ce que la mangue ou encore la goyave ferait l'affaire? Alors, c'est une question que je me suis posée et parce que là, j'ai repris un cycle de kéfir en ce moment. Et donc, j'étais presque à court de figues et je me suis dit, tiens, bon, finalement, j'ai fait les courses entre-temps, donc j'ai pas eu le temps de tester. Mais je sais pas dans quelle mesure la figue est vraiment indispensable. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Je n'ai pas encore trouvé la réponse.
Ça vaut la peine de tester. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, ça, c'est la recette originelle. Et on peut, en fait, faire des kéfirs aromatisés. Moi, je sais que ma belle-mère, elle met des oranges, des agrumes, d'autres agrumes, en fait. Donc, pour aromatiser, pourquoi pas le tester avec, ça doit être très bon avec des mangues, surtout les mangues de chez vous. Voilà, à tester. Mais ça sera moi, je serais intéressée pour avoir l'info pour le coup, mais Merci beaucoup, Claire Desvilliers, naturopathe, pour cette visioconférence organisée en partenariat avec la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité. Bel après-midi à vous. À bientôt. merci à tous. Au revoir.